Teenage Mutant Ninja Turtle est le premier film de la licence Tortue Ninja. L'origine de ce film commence en 1988 lorsqu'un dénommé Bobby Herbeck se lança dans l'écriture d'un scénario visant à adapter l'univers des tortues en film. Univers qui n'existait alors qu'en comics et dessins animés. À l'écriture, le scénariste Todd Lundgren s'occupa de réécrire la première page du scénario de Bobby Herbeck, sa proposition originale s'étant avérée être impossible à réaliser avec les moyens de l'époque. Le tournage commença en 1989, suivi de la sortie du film en 1990. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. S'agit-il d'une adaptation du comics ou bien du dessin animé? Il est certes facile de trouver pas mal de points communs avec le dessin animé, sans parler de son ton allégé par l'humour. Danny ? Ne tirez pas! Je ne crois pas que nos armes soient chargées. Mais Bobby Herbeck s'est principalement inspiré du comics pour écrire son film. Par exemple, le fait que Splinter soit le roi domestique d'Amatoyoshi, et non pas Amatoyoshi lui-même transformé en rat, ou le fait qu'Amatoyoshi ait fui en Amérique pour finalement être retrouvé et tué, sont des éléments qui viennent des comics. Pareil pour Shredder, qui meurt à la fin du film, comme à la fin du premier comics. Nous pouvons également constater une ambiance assez sombre et sérieuse du film, inspirée une fois encore des comics. Ainsi, le mélange entre le ton mature venant des comics et le ton enfantin apporté par le dessin animé fait que cette œuvre est un bon film tout public, avec un scénariste qui a tout fait pour respecter l'univers des tortues. Pour ce qui est des costumes des tortues et de leur crédibilité, nous les devons au travail de Jim Henson, le créateur du Muppet Show, hélas décédé durant le tournage. A noter que les costumes des tortues possédaient de l'animaltronique. Concernant la musique, c'est un compositeur britannique qui nous a livré plusieurs de ces morceaux qui furent très bien utilisés dans le film. La musique est amusante quand Raphaël se bat avec Casey Jones. Douce quand Splinter s'adresse à ses enfants. J'ai essayé de canaliser ta colère, Raphaël, mais il t'en reste trop. La colère trouble la raison. Lorsqu'elle est rentrée, elle devient un ennemi invincible. Ou bien déjanté quand les tortues se battent. La chorégraphie des combats, quant à elle, fut prise en charge par des Hongkongais, ce qui a permis au film d'avoir de bonnes scènes d'action avec des mouvements bien chorégraphiés, le tout dans une mise en scène qui permet de suivre l'action. Parce que oui, le film n'aurait pas été le même sans la réalisation de Steve Barron. Que ce soit pour les transitions, les scènes de flashback, les scènes de baston, les idées de mise en scène, comme ce plan sur le side de Raphaël qui fait comprendre qu'il s'apprête à sortir pour récupérer le second, et surtout les scènes qui mettent en avant Shredder, comme par exemple lors de sa première apparition, avec ce fameux plan séquence de 1 minute et 15 secondes, nous dévoilant au début que son ombre, et s'enchaînant par la suite sur des plans en contre-plongée. On sent ici que le but de la mise en scène était de rendre le personnage de Shredder à la fois mystérieux et imposant. Les protagonistes sont liés par la thématique de la famille, avec une opposition entre Splinter et Shredder. Splinter représente la figure paternelle bénéfique, celle qui soutient ses enfants et qui s'inquiète pour eux. Shredder, quant à lui, représente la figure paternelle néfaste, celle qui se sert de ses enfants. Pour ce qui est des tortues, chacune d'entre elles représente une figure fraternelle. Leonardo est le fils exemplaire, le frère aîné du groupe, ce qui aura tendance à déranger Raphaël, l'ado rebelle, celui qui cherche à être le plus indépendant des autres. Michelangelo est le blagueur du groupe, celui qui prend tout à la légère. Le livreur des pizzas n'a plus que 30 secondes. Eh Mickey, est-ce que tu as réfléchi à ce que Splinter a dit ce soir? Je veux parler de ce que serait la vie si... Enfin, tu sais, s'il était plus là. Le délai est passé. 3 $ de moins. Voilà. Et enfin, nous avons Donatello, l'intellectuel de la famille. Ensemble, ses frères vont devoir faire face à la pire des épreuves pour un enfant. Être éloigné de leur figure parentale. Enfin, il y a Danny qui est en conflit avec son père, car ce dernier se consacre bien plus à son travail qu'à son fils, bien que paradoxalement ce soit pour son bien. Danny verra alors en Shredder le père qu'il n'a jamais eu, un père qui est à son écoute. Toutes les séquences du film s'enchaînent logiquement, sans facilité ou absurdité scénaristique. D'abord nous avons le premier acte, dans lequel le film nous présente les différents personnages,
April O'Neil, les Tortues, Splinter, Casey Jones, le chef de la police, le patron d'April et son fils Danny. En parallèle, le fil rouge du film se met en place avec l'enlèvement de Splinter, enlèvement qui est correctement amené dans le scénario par effet de domino. Dans ce premier acte, nous pouvons également noter l'introduction de plusieurs intrigues secondaires qui sont plus ou moins liées à l'intrigue principale. Le conflit entre Danny et son père, le conflit entre April et son patron, et l'inefficacité de la police face au clan des Foot. Et ensuite, c'est durant le deuxième acte qu'arrivent les conflits. Avec l'introduction de Shredder et de son second Tatsu, après les Casey Jones qui se retrouvent entraînés dans cette histoire opposant les Tortues au clan de Shredder, April qui se fait renvoyer par son patron à cause de la pression exercée par le chef de la police, Danny qui remet en question la figure paternelle qu'il avait trouvée en Shredder, Raphaël qui se fait complètement défoncer, et nos héros qui sont contraints de fuir la ville loin de leur père. Alors que tout semble perdu, Raphaël finira par récupérer de ses blessures, le véhicule sera réparé, et Leonardo ressentira la présence de Splinter. Leonardo. C'est alors que s'enclenche le troisième acte avec les Tortues qui ont repris espoir et qui sont prêtes à en découdre. Le film débouche alors sur le climax, durant lequel l'action est crescendo. Les Tortues se battent d'abord dans leur abri, puis dans les égouts, puis à la surface, puis sur le toit d'un immeuble, ensuite il y a l'arrivée de Shredder, c'est alors que les Tortues se battent d'abord séparément face à lui, puis elles se battent en groupe, et au même moment il y a la montée dramatique. Où est Splinter? Ah, le rat. Alors, il a un nom. Il a fait un nom. Vous mentez! Tu crois? Et enfin, pour ce qui est de la fin du film, il s'agit d'une conclusion qui est totale. Aucune intrigue n'est laissée en suspens. Les Tortues et Splinter sont à nouveau réunis, Splinter a vengé la mort de son maître, le clan des Foot est vaincu, Danny s'est réconcilié avec son père, April est reconnu à sa juste valeur par son patron, le chef de la police sert enfin à quelque chose, et Casey Jones a pécho April. Alors que très peu de producteurs ne croyaient en la réussite du film, celui-ci s'est classé au premier rang du box-office avec un score ayant dépassé les 25 millions de dollars rien qu'à la fin de la semaine d'ouverture. Un record d'époque pour un film indépendant. Du haut de son budget de 13 500 000 $, le film a pu rapporter plus de 201 millions de dollars. Côté critique, le film fut très bien accueilli par le public, mais pas par la critique, ce qui prouve donc que c'est vraiment un bon film.